Bonjour et bienvenue à tous à ce tout nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres, ce balado à saveur culturelle qui se concentre sur une année précise de notre passé. Cette semaine, nous reculons de quelques décennies, en 1994 pour être plus précis, à l'aide de nos collaborateurs JP, Set the Red ainsi que Alex pour tenter le pouls de cette année-là. J'espère que vous êtes prêts à reculer avec nous jusqu'en 1994. OK, c'est parti! Bonjour et bienvenue à tous à ce tout nouvel épisode d'un podcast parmi tant d'autres, spécial 1994. Donc, dans le coin droit, nous avons directement de Saint-Georges-de-Beauce, JP. Comment est-ce qu'il va? Né à Saint-Georges-de-Beauce, à Québec, ça va bien, toi? Ça va super bien, merci d'être là. Écoute, la question classique, vu que c'est 1994, quelle personne décédée ou née en 1994 as-tu choisi et pourquoi? John Candy, je sais pas, un bon vieux de l'ancienne. Écoute, Maman, j'ai raté l'avion. Juste pour ça, moi, c'est là que je l'ai connu. Puis par la suite, j'ai écouté une couple de ses vieux films en grandissant. Là. Acteur canadien, mort, même pas dans des circonstances douteuses, crise cardiaque. Il était obèse, il mangeait mal, il fumait puis il buvait. Il est mort à l'âge début quarantaine. Fait que faites attention à vous, OK? Même si vous êtes bon, en acteur, ça aide pas. Mais il est vraiment mort début quarantaine, parce que nous autres, on approche la début quarantaine. Moi, j'ai l'impression qu'il avait C'est 50 cucs, là. 42, 43, tu sais, écoute, il est pas mort vieux. 43, je te le confirme. Ah ouais, Donc, OK. on arrive à ça, on fait attention, mais John Candy, en plus, il n'y a pas juste Maman, j'ai raté l'avion. Il y a un film douteux qu'il a fait que je vous conseille, mais vraiment douteux, là. Ça s'appelle Le Tribunal Fantôme. Oui, non, mais ça a été un flop, ça a été sur Rotten, mais écoutez ce film-là, on sent vraiment les années 90, 80, un peu bizarre avec, il n'y a pas de différence, avec un juge fou dans plein milieu de la Louisiane qui n'aime pas les avocats. John Candy là-dedans, il fait 2 rôles, c'est magnifique. On est dans la comédie, puis on est un peu dans le lugubre, là, ça vaut la peine. Moi, j'ai choisi John Candy. Ben, parfait, merci beaucoup, JP. Puis les auditrices et auditeurs, vous avez entendu une belle voix suave d'une gente dame. Donc, je vous présente, je vous présente Alex. Comment tu vas aujourd'hui, qui va être justement une chroniqueuse spéciale aujourd'hui. Donc, comment vas-tu? Ben, ça va super bien, je suis super contente d'être là. En direct de Longueuil Beach. Ben c'est ça, on est à Long Beach, puis je pensais pas que t'allais dire une belle voix suave quand je dis que moi c'est merveilleux, des trucs louches, mais c'est merveilleux, on aime ça. Donc, parfait. Donc, qui as-tu choisi morte ou décédée, ou une personne morte ou décédée en 1994 et pourquoi tu l'as choisi? Ben en fait, moi j'ai pris Kurt Cobain parce que c'est dur de pas le choisir, j'avais comme pas le choix, je pouvais pas passer. Ben, tu sais, je ne pouvais pas passer à côté. Donc, Kurt Cobain, on se rappelle, c'est le chanteur du groupe Nirvana. Il est décédé dans des circonstances nébuleuses, potentiellement autour du 5 avril 1994. Je dis potentiellement parce que c'est estimé. C'est pas clair comme décès, hein? Bref. Donc, la cause officielle de ce décès-là, malheureusement, c'est un suicide par balle, mais quand on dit nébuleux, c'est que c'est pas tellement clair. À cette époque-là, il y avait beaucoup de tensions. C'est Courtney Love qui l'a tué. Ouais, c'est ça, j'allais dire, si je me souviens plus du nom. Ça... Ben, justement, tu sais, il y avait des tensions avec sa femme Courtney Love, puis tu sais aussi, dans ces périodes-là, ça allait pas super bien. Il y avait déjà des tendances suicidaires. Il s'est même sauvé, en fait, d'un centre de désintox juste quelques jours avant son décès. Tu sais, il y avait plusieurs théories là-dessus qui disent ah, mais c'est un suicide. Il y en a d'autres qui disent ah non, c'est elle qui l'a tué, il est arrivé quelque chose. Plein de petits détails louches, comme par exemple la lettre qu'il avait laissée à Courtney Love. C'était pas son écriture à lui, c'était pas son style, même la signature avait pas l'air de fitter. Il y avait plein de petits détails de même qui étaient un peu louches, mais voilà. Donc, c'était vraiment une personne, comment dire, qui a marqué l'âge d'or du grunge en tant que tel. Donc, voilà, je ne pouvais pas passer à côté tout ça. Aussi, ça l'a relancé, comment dire, un peu comment qu'on appelle ça? Je sais pas, je vais vous le dire. Un peu le mystère là, des... Le Club des 27. Ouais, le Club des 27. Ouais, 27 Club, c'est ça. Fait que Club des 27, donc ça a rajouté un peu plus à ce genre de mythe-là. Mais vous irez voir aussi sur Internet, tu n'avais pas les photos du décès et tout ça, mais l'endroit où est-ce qu'il habitait, de voir ce gars-là qui est mondialement connu, c'était un héroïnomane assez intense avec Courtney Love. Ouais. La place à l'intérieur, c'est une place de piquerie, là, c'est fucked up comment que ce gars-là, il était sûrement multimillionnaire dans ce temps-là, connu partout dans le monde, mais avec sa dépendance, tout ça, à l'intérieur
l'extérieur, tu vois ça, puis tu vois l'enfant, en plus, son enfant qui est à côté d'eux, dans une circonstance vraiment de, OK, même si t'es la personne la plus connue sur la planète, tu peux avoir des problèmes puis vivre dans une dombe. Donc, allez voir ça à la maison pour avoir peur un peu et de jamais consommer de la drogue. Ben, de l'héroïne en plus, la drogue dure, hein? Ouais, la grosse drogue dure, l'héros, hein. Ben oui, non, c'est ça, là. L'homme, il était dépressif déjà à base, rajouter de la drogue dure, plus sûrement Ouais. un amour tout à fait stable, ben, ça va pas super. Non, il y a eu une vie difficile, là, à la fin, là. Ça a vraiment pas bien été. De ce que j'avais entendu, pourquoi il avait commencé l'héroïne, c'est à cause de ses problèmes de dos. Donc, c'était même pas nécessairement une dépendance tant que ça. C'était juste qu'il y avait des back pain puis tout ça, des trucs comme ça. Donc, il a pris des médicaments. À un moment donné, ça marchait plus. Puis il disait, je peux même plus où, excuse-moi, pas de dos, excuse-moi de ventre. Donc, peut-être qu'il y avait la maladie de Crohn ou de quoi même, mais supposément qu'il aurait commencé l'héros une fois pour dire, à un moment donné, moi, je suis plus capable, mon ventre, il est en. Tu sais, donc, il a commencé ça à cause de ça. Puis il est devenu héroïnomane, justement. Donc, bref, je sais pas si c'est à 100% vrai. J'avais entendu une fois au chalet. Conspiration! Ouais, c'est ça, une autre chaîne conspiration. Ben, c'est ça. Donc, ben, merci infiniment, Alex. Ben, c'est ça, on est un petit peu plus aujourd'hui, comme vous pouvez voir, chers auditrices et auditeurs, on est 4, 2, 4, 5. Non, 2, 4. 2, 4, si je me suis compté en double. Ça J'allais va, ça à va. l'école publique, hein, ça Les gros paraît. calculs, Mais... c'était difficile. Donc, c'est ça. Et pour terminer, ben, merci beaucoup, Alex. On passe la POC à mon frère qui, juste pour les gens, on enregistre à distance, mais là, on enregistre à distance, mais chez mon frère. Donc, finalement, on est dans À deux moins de 2 pièces mètres de différentes. distance, comme durant la pandémie. Ça a l'air un peu niaiseux, mais c'est les aléas de l'après-pandémie. Donc, voilà. Comment tu vas, Ced? Ah, pas pire, je suis en train de préparer mon bunker nucléaire là, pour la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient. Fait que, on se prépare à ça. Puis le coût du béton a augmenté, hein? Ouais, tout augmente. Alors, pour rester positif, habituellement, je prends tout le temps quelqu'un qui est mort, mais là, en 1994, il y avait quelqu'un d'intéressant qui est né. Petite surprise. Justin Bieber, Oh! choix surprenant de ma part. Né le 1er mars 1994 à London, en Ontario. C'est un auteur, compositeur, interprète, danseur, musicien. Il voyait même qu'il était acteur. Je sais pas dans quoi il a joué, mais... Moi, je l'ai pris, en fait, je l'ai choisi plus pour ce qui s'est passé un peu dernièrement. Je trouve que, justement, tu sais, une carrière un peu méga, comment dire, assez jeune, il est devenu hyper populaire. Je pense qu'il avait la tête enflée et tout. Comment dire, le succès il est monté à la tête. Puis j'ai l'impression qu'il a comme évolué un peu. Bon, il y a peut-être aussi les histoires avec P. Diddy, là, c'est un petit peu louche. Enfin, pas louche, mais qu'il y aurait peut-être eu Ouais, c'est un peu intense parce qu'au début, moi, c'était genre, c'est une merde ici et ça. Puis là, t'es quand même... Ouais, c'est ça. Si tu rentres à 14-15 ans, puis il a peut-être vécu des Ah, agressions. c'est plus jeune que ça, même, je pense. Ouais, c'est ça. Il s'est occupé de lui pendant une fin de semaine. Puis c'est ça, il a quand même fait une couple de bonnes chansons, tu sais, pas dernièrement, là, j'en ai pas qui me viennent en tête, là, mais tu sais, il a travaillé un petit peu avec, comment il s'appelle? Avec Skrillex. Ouais, c'est ça, Skrillex. Mais surtout son album Purpose, là, j'avoue qu'il y a des très bonnes tunes là-dessus. Là. On va pas se le cacher, là. Il y a des bonnes tunes. Fait que c'est ça, moi, ma personnalité qui est née pour être un peu positif. Parce que c'est vrai qu'en 2000, c'est souvent la naissance des gens qui ont joué dans Ramdam, tu sais. C'est toujours ça. OK, on n'est plus dans Watatata, nous autres, hein? Non, malheureusement, oui. Non, on en est loin. Écoutez, la gang, est-ce que vous êtes prêts à starter cette magnifique année? J'allais dire 94, mais c'est une année grunge, on va se le dire. Là. Sortez vos t-shirts troués. Écoutez Wayne's World. Wayne's World! Wayne's World! Excellent! Méga tough! J'ai tombé mon crayon. Ouais, c'est ça, j'ai tombé mon crayon. Non, mais c'est bon, donc si vous êtes prêts, on start ça immédiatement, les boys and girls. Yeah! Oui, alors voici des événements marquants de 1994. Le 14 janvier, Bill Clinton et Boris Yeltsin signent les accords du Kremlin. L'Ukraine adhère au traité de non-prolifération nucléaire. Hey, c'était plus compliqué que le Historical Quiz à dire, ça. Fait que ça, on voit un petit peu que ça change pas. Les choses, plus ça change, plus c'est pareil. Le 27 avril, Afrique du Sud, Nelson Mandela est élu président de la République. Le drapeau est modifié pour symboliser la fin de l'apartheid. Le génocide des Tutsis au Rwanda se déroule du 7 avril au 17 juillet 1994, faisant près de 800 000 morts et 1 million de déplacés. C'est le début aussi de l'insurrection zapatiste dans l'État mexicain du Chiapas avec la prise de San Cristobal de... Ça, c'était-tu le EZLN? C'est ça?
Ouais, c'est ça, hein? Parce qu'on a un frère un peu communiste là, qui nous endoctrinait quand on était plus jeunes. Excusez, c'était qui ça? EZLN, c'est un groupe révolutionnaire mexicain, c'est que tu nous as dit? Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai pas fait plus mes recherches, mais c'est ça. Je pense Rage Against the Machine, il en avait parlé au premier album, justement, là, que c'était des révolutionnaires, justement, de gauche. Là. Je peux pas me lancer en disant s'ils étaient bien ou totalement des evil. Ben, il était dans Révolution. C'est ça, Ok. exactement. Donc, continue, Sen. Le 4 août, une tornade de force 3 sur l'échelle de Fujita touche la ville d'Elmer en Outaouais. Près de 400 maisons sont touchées sur une distance de 7 km. C'est plus en fait une référence à... Parce que nous, on vient de Gatineau, Elmer, c'est proche de où on vient. Puis il me semble que j'ai un petit souvenir. Moi, je me rappelle une fois, j'avais été dans un camp de soccer dans mon école primaire. Puis il me semble que c'est ça, il y avait une grosse tempête. Fait que je sais pas si c'était ça ici, mais bon. Le 15 octobre, la restauration du président Jean-Bertrand Aristide par les Marines à Haïti. Le 8 juillet, en Corée du Nord, la mort du leader nord-coréen et secrétaire général du Parti du travail de Corée, Kim Il-sung. Son fils, Kim Jong-il, lui succède. Et là, lui qui aussi s'est fait succéder par Kim Jong-2. Song? C'est le Song du Song. C'est la dynastie. C'est le Song du Song. C'est la même dynastie. Le Chili, appuyé par le Canada, se propose d'adhérer à l'ALENA, corps de libre-échange nord-américain, mais les États-Unis, les méchants, où le protectionnisme garde de fortes positions au Congrès, freine le mouvement. 3 février, les États-Unis lèvent l'embargo commercial sur le Vietnam, alors qu'en ce moment, ils sont en train d'en faire un petit peu partout à travers le monde. Le 15 avril, la création de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, qui siège à Genève, l'organe de règlement des différends, l'ORD, statue contre les États qui violent le principe de la liberté du commerce et de la concurrence. Ah ben tiens, toi. Encore quelque chose qui est en... C'est bien que ça se fasse en Suisse en plus, t'sais. Le pays le plus pauvre sur la planète. Non, mais encore quelque chose justement là, qui viole les principes de la liberté du commerce et de la concurrence. C'est encore en lien avec... nos voisins du Sud. En tout cas, Ced, je suis sûr et certain que si Trump y écoute en ce moment, il va se sentir mal puis il va se réviser, c'est un moyen temps. J'espère qu'on va pouvoir faire changer Trump d'idée, là. Il me semble que... Ouais. Mais bon, on va voir peut-être. Pas impossible. Après cette top artistique, je vais essayer de faire ça un peu plus court cette fois-ci parce qu'il y a des critiques de nos nombreux abonnés Patreon. Alors, au niveau musical, le Billboard chanson Ace of Base, ben pas la chanson, mais du groupe Ace of Base de Sign. Yeah! Et ça, là, c'est un classique. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de bonnes chansons en 94. En tout cas, dans cette top-là, là, il y a Boyz II Men, I'll Make Love to You, Céline Dion, The Power of Love, Mariah Carey, Hero, Tony Braxton, Great Again, Bryan Adams, Rod Stewart et Sting pour All of Love. Bon, mais une chanson de R. Kelly, là, qui se trouve derrière les barreaux maintenant, je crois. Bump and Grind, Janet Jackson Again, I'll Remember de Madonna. En tout cas, je trouve que c'est pas grand-chose, moi, qui me... Peut-être que j'étais trop jeune aussi, là, mais pas grand-chose qui m'évoque de grands souvenirs. Et au niveau des films, aussi, une petite liste des films. En 1994, ça, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes. Il y a Pulp Fiction, Forrest Gump de Robert Zemeckis, Le Roi Lion. Oh, ça, ben oui, ça, on l'a écouté pas mal, hein? Hey, ça, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, le vieux, ben, en fait, le premier, puis je me suis rendu compte que c'était crissement mal, ben pas mal fait, mais c'était pas si... c'était vraiment, des dessins un peu... Bon, c'est sûr qu'on a évolué maintenant, là, mais il me semble que c'était pas si beau que ça, en tout cas. Je veux dire, visuellement, là, bien que le film a été marquant. Il y a le film Léon de Professional avec Jean Reno, film de Luc Besson, de Shawshank Redemption, Le Masque avec Jim Carrey, moi, un film que j'ai bien aimé, Entretien avec un vampire, Natural Born Killer d'Oliver Stone, Speed, c'est aussi un film qui m'a marqué avec Keanu Reeves, là, qui s'est empoigné dans un autobus. Et... Ouais, puis Sandra Bullock. Ouais, aussi. Ouais, La Cloche et l'Idiot, Ace Ventura. Fait que c'était vraiment l'année Jim Carrey. Grosse année, pareil. 3 gros films qui ont eu quand même pas mal de succès. C'était-tu le premier Ace Ventura ou c'était le deuxième? C'est le premier, je pense. Puis celui en France, ça me fait rire, c'est Ace Ventura, détective pour chien et chat. C'est tellement neuf. Il y avait aussi un film qui a sûrement mal vieilli, là, que j'aimerais peut-être revoir. Ça s'appelle Un Indien dans la ville. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un film français. Avec Bacon, non? Non, c'est avec... Non, il joue dans le dîner de con. Thierry Lhermitte. Oui, Thierry Lhermitte. Tu sais, je pense qu'il doit avoir... Je pense que l'histoire, en gros, c'est qu'il y a eu une relation avec une femme. En tout cas, je crois qu'il se retrouve à avoir un enfant qui est justement un Indien, là, qui sur une île et tout, puis qu'il l'amène à Paris. En tout cas, fait que c'est le contraste de ça, là, mais ce serait peut-être intéressant à revoir, voir si ça serait pas annulé par la culture woke. Et finalement, le film Farinelli, un film sur un castrat, quelqu'un qui s'est fait chopper les couilles pour pouvoir chanter plus aigu. Alors, film quand même aussi intéressant. Ça fait très longtemps que j'ai vu ça. Vous l'avez
écouté, Seb, tu te souviens-tu, on l'avait écouté au primaire, je pense, parce qu'on écoutait des films justement qui étaient, parce qu'on était en concentration de musique reliés à ça, puis je m'en souviens qu'il y avait... Ouais. Ouais. On l'a peut-être même à la maison, Ouais. ce film-là. Mais... C'est quand même mean, hein? Se faire couper les organes génitaux pour garder une voix d'enfant. C'est très mean, Ouais. là. Et à l'époque, ça se voyait plus souvent, mais Ouais, c'est quand même un peu. Ouais. La première personne qui a pensé à ça, il me semble, c'est un petit peu tordu hein, de dire oui, on va te chopper les couilles. Puis encore là, si tu l'essaies la première fois puis tu le sais pas, c'est quoi le résultat, là, tu te dis on va l'essayer, mais c'est comment? On va prendre une Non, chance. c'est ça, mais dans ce cas-là, je me demande, tu sais, c'est lui qui a fait le choix ou, tu sais, comment ça en est venu à ça? je pense que c'était une sélection à l'époque aussi, là. C'était une façon de procéder là, dans la société, là. T'es un bon chanteur, on se dit un peu comme aux Olympiques, là, on va miser sur quelqu'un puis on va. Parce que dans ce film-là, on suit une personne qui fait de l'opéra, là. Donc, c'est Ouais. vraiment très spécifique, la castration, pour ça. Fait que on change de siècle, là. C'est pas la même façon de penser qu'aujourd'hui, là. Mais c'est une façon de faire. C'est plutôt douteux, d'ailleurs. Je vais écouter le film puis je veux savoir comment. Je veux savoir comment ça s'est rendu là. Alors, c'est pas mal ce qui faisait le tour au niveau culturel et des événements. Top sportif, j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant. Alors, c'est ce qui conclut 1994. Le Ciné-Club, présenté par JP. Donc, petit film, c'est un film que ça se peut que la première fois, si vous ne l'avez pas vu, que la première fois vous regardez ça, ça a fait sensation en 94 quand c'est sorti. Ça s'appelle L'Arme des guerriers. C'est tiré d'un livre qui s'appelle Where From Warriors de Alan Duff. Son premier film, à vrai dire, c'est son premier livre. C'est un film qui est tiré d'un livre qui est sorti en 90, mais le film s'est fait en 94. Film dur, tant au niveau de l'homme, de la façon comment il réagit. Ici, ça se passe en Nouvelle-Zélande. Donc, ça se passe également dans la ville de Auckland, dans un quartier de Maori très, très pauvre. On suit un père de famille, Jake A.K., Maori, et il perd son emploi à partir de là, et on se rend compte très, très vite dans le début du film des problèmes. Là, on parle de la violence, tant au niveau du quartier que de l'homme, tant au niveau que même au niveau des enfants. C'est un père de famille avec une femme bête, 5 enfants. Un plus vieux qui essaie de sortir de cette famille-là, puis sans se trouver une nouvelle famille qui va toujours rester d'actualité, rentre dans une gang de rue. Donc, bizarrement, on tombe dans un film où on voit des jeunes comme des vieux qui essaient de retrouver leur tradition dans des familles qui sont terribles. Et on parle autant de violence économique, physique, psychologique et sexuelle. OK, film très, très bien fait. On voit, malgré toute l'horreur dans cette histoire-là, il y a tout le temps des parties où est-ce qu'on voit l'amour qui est tient dans la famille. Donc, on parle d'une famille qui est dysfonctionnelle, qui fonctionne avec l'amour. C'est un père extrêmement violent, alcoolique, qui a perdu son enfant, qui a perdu son travail, excusez-moi. Une mère qui essaie de s'en sortir, de trouver de l'argent, puis qui se fait voler par les plus vieux. Puis un jour, c'est un peu un éclatement ce qui arrive dans ce film-là. C'est que oui, on voit Jake extrêmement violent en privé, mais en public, il paraît toujours comme un héros. C'est lui qui paye de la bière à tout le monde. On est dans une société, tu sais, on voit un peu la culture maori là-dedans, surtout dans les années 90, sont pris entre la tradition puis le nouveau monde qui arrive. Il part d'un monde où être un homme était prouver être capable de faire violence et de prouver sa supériorité aux autres. Qui, cet homme-là, Jake, est resté là. En plus de l'alcoolisme. Mais au niveau dans la société, ça passe encore parce qu'il passe toujours pour bon. On est vraiment dans un anti-héros, très violent dans sa famille de toutes sortes de façons, mais passe pour un héros dans la société parce que agir de cette façon-là paraît bien. C'est fou. C'est vraiment fou. On peut voir ça dans d'autres civilisations aussi. Mais eux autres, on voit une famille qui essaie de s'en sortir, mais on voit un père qui continue dans l'alcoolisme. Et au fur et à mesure, on voit comment un peu, même les enfants essaient de s'en sortir sans s'en rendre compte. Il y en a qui se font prendre pour vol. Puis la mère, ce qui est quand même grave là-dedans, puis on voit vraiment ce que ça peut apporter la violence et l'alcoolisme dans une famille. Un des jeunes s'est fait prendre pour vol d'auto, doit passer devant le tribunal, puis c'est sa mère qui doit passer. Sauf que sa mère, la veille, a mal répondu à Jake. Elle n'est pas en mesure de se présenter là-dedans. Cette scène-là, moi je me souviens à l'époque, j'étais jeune, puis j'ai posé des questions à ma mère, qu'est-ce qu'elle me l'avait fait écouter. Tu vois ça jeune, c'est bizarre, on est né dans les années 90, on fait pas ça à vos enfants, mais c'était une autre mentalité. Mais je me souviens qu'il y a eu une discussion par rapport à ça. Film très intense, très humain, parce que tu vois encore là que malgré toute la violence,
il y a l'amour qui prime. Il y a une certaine loyauté, qui est une loyauté par Jake, d'ailleurs, qui est utilisée. Les personnes de la famille qui se présentent ou qui font croire dans sa famille profitent de tout le monde d'une façon économique, d'une façon même, malheureusement, sexuelle. Il se passe de quoi là-dedans? Là? Il y a un viol qui se passe et tu vois que est emprisonné. Les enfants sont emprisonnés dans la maison avec Jake, qui est soit qui décide que ça va bien se passer aujourd'hui parce qu'il n'a pas trop bu, puis qui décide que on va aller faire un tour d'auto, ou puis ça va être la meilleure journée de ta vie, ou il va commencer à boire, puis ça va être la pire de ta journée. Film extrêmement intense, puis qui fait, quand le livre était sorti en 90, comme le film, était très d'actualité parce que du côté maori, il y avait de plus en plus de criminalité justement dans ces quartiers-là, à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ça montrait un gros portrait sociétal de comment on travaille ensemble, comment on garde leurs traditions. Mais il y a un problème culturel dans ce film-là qui Jake représente exactement ce qui faisait l'apogée d'une culture guerrière maori qui doit s'intégrer à une société qui est plus guerrière. C'est un film profond, humain, très difficile à regarder. La première fois, je comprendrais que vous avanciez et tout, mais il y a tout le temps une espèce de lumière un peu là-dedans. Malgré le pire que vous allez voir, vous voyez du monde qui essaie de s'en sortir. Il y a du monde qui ne veulent pas s'en sortir, un exemple comme Jake, mais le reste, les amis de la famille, les personnes proches de Jake, voient bien que ça tourne pas rond. Donc, eux, tu vois comment ils essaient de s'extirper de ce cercle vicieux-là, de cette famille-là. Donc, c'est très, très bon film. Justement, je me suis acheté le livre. Je reviendrai là-dessus. On m'a dit que c'était beaucoup plus difficile. Donc, je vous parle du plus doux. Puis peut-être un jour, je reviendrai avec, justement, le livre. Mais dans ce film-là, Jake est interprété par un que vous avez peut-être déjà vu, qui est intéressant. Il fait Boba Fett. OK? C'est quand même très, très drôle. OK? C'est Temuera Morrison. Donc, vous pouvez la revoir dans cet acteur-là. Moi, je l'ai connu là. Donc, quand j'étais plus jeune, un peu plus vieux, je l'ai revu sous forme de Boba Fett. Ça, c'est dans Star Wars, c'est ça? Oui, exactement. Il est dans Star Lequel, Wars. ça, c'est une grosse obèse, là? Non, c'est dégueulasse, hein? c'est lui qui faisait papa de Boba Fett. C'est Jango Fett. Donc, c'est lui qui est... Temuera fait tous les clones que vous allez voir dans Guerre des clones. Donc, c'est cet acteur-là. Et on le revoit également dans Mandalorian quand il repasse Book of Boba Fett. Mais il a fait d'autres films aussi. Mais j'ai regardé dernièrement par rapport à cet acteur-là, il explique encore que faire ce rôle-là, ça a été un des plus difficiles. Puis il a eu beaucoup de misère à le faire. C'est complètement en dehors. Puis il a été fier de le faire, sauf que comme il dit, si vous avez une chance un jour, c'est en anglais, ça l'a traumatisé aussi faire ça. Il a traumatisé du monde. Embarquer dans ce personnage-là a été très difficile, tant pour le tournage, parce qu'il fait partie de ce type d'acteurs-là qui rentrent dans leur personnage. Il disait lui-même, il avait peur de « s'il me regarde de travers, vas-tu me frapper, vas-tu me donner une bière? » Mais le personnage est très profond, très humain. C'est vraiment un anti-héros. Vous allez autant le détester que l'aimer sur certaines scènes. Le jeu d'acteur que Temuera a fait là-dessus, on est très, très loin là, du Star Wars. Là. Écoutez ça, Wars from Warrior, L'âme du guerrier, c'est très profond. C'est même une leçon de vie. Ça fait quelque chose à parler aussi. Mais un des très bons films, 94, moi, ça m'a marqué. Je l'ai vu plus tard un peu, heureusement, parce que j'étais encore jeune. Je l'ai vu jeune, mais pas trop. Un des avantages, justement, aussi du cinéma, c'est justement de pousser la conversation et tout. Là. Donc, tu sais, c'est clairement que ça fait des bonnes conversations puis des ouvertures aussi, là, tu sais, qui peuvent réveiller des gens et tout. Là. Donc, un film qui dérange, oui. Ben non, c'est ça exactement. Puis tu parlais aussi le truc des acteurs, puis c'est vrai que ça doit être différent des gens, tu sais, mettons, comme ne serait-ce que Heath Ledger, tu sais, des gens qui rentrent vraiment intensément dans leur rôle et tout. Tu sais, il y en a qui sont capables, ils se disent, bon, ben c'est proche de moi, donc j'aime moins ça, c'est complètement à l'opposé de moi. Mettons, moi qui est quelqu'un de gêné de ci, de ça, alors que l'autre, mettons, c'est un manipulateur, c'est un orateur de ci, de ça. Donc, tu sais, ils disent, c'est très le fun de jouer complètement à l'opposé, mais ça doit être lourd. Faut que tu fasses le vide un peu, puis quand tu rentres dans ton personnage, ben tu peux pas faire à moitié, tu le fais à 100%. Donc, comme tu dis, ça doit être comme quelque chose de marquant dans sa vie, tu sais, quand c'est pas juste... mettons, je m'en vais dans un film de guerre puis je tue du monde. Oui, je comprends que ça peut être intense, mais tu es capable de plus relativiser que ben, tu es un père violent par rapport, tu sais, ça doit être... Mais le pire là-dedans, c'est que Jake, l'acteur Temuera, il a réussi à représenter, il aime sa famille. Il l'aime. C'est ça qui est terrible. Tu sais, depuis le début de mes chroniques, souvent, je l'ai toujours dit, j'aime l'horreur. On parle pas d'un film d'horreur ici, mais je vais revenir à une chose que j'ai déjà dit. C'est ce qui fait vraiment l'horreur, c'est l'homme. Un film que j'apprécie. Puis là-dessus, on parle que c'est effrayant, toute la violence qu'on peut voir, mais il y a de l'amour aussi. Il réussit toujours à bien doser. C'est un film qui est lourd, mais qui ramène toujours vers une part de lumière. Que ça soit, on est vraiment dans des anti-héros. Que ça soit le grand frère, le plus vieux des garçons qui rentre dans des gangs de rue. Comment ça se passe. Mais c'est surtout que, tu sais, chacun essaie de s'évader.
Puis les jeux des acteurs là-dedans, même les plus jeunes, on dirait qu'ils ont vécu vraiment. Là. On dirait qu'ils ont vraiment vécu dans ce quartier-là. Peut-être, ça n'est peut-être le cas. Mais c'est tout un film. Puis ça fait poser des questions. C'est un film qui ça se peut que vous appréciez pas. Puis ça serait tout à fait normal. Mais un film au moins une fois à voir dans sa vie. Tu sais, ça vient d'un livre, comme je vous dis, je vais vous revenir là-dessus parce que en creusant un peu, on m'a dit qu'il a fallu qu'ils coupent beaucoup de choses. On en rejasera peut-être en privé parce que sinon ça peut peut-être valoir la peine. Mais très bon film qui présente des bonnes parts de l'humanité comme c'est pire. Je vous le conseille. Puis est-ce que tu sais, dans le fond, le livre a été sorti quand? Est-ce que c'est plusieurs années avant ou c'est quelques années après qu'ils ont... 90. OK, 90. Ça a été en 90. Ça a été fait par Alan Duff. Son premier livre. OK. Son premier livre qui est sorti en 90, qui a fait un carton, qui a posé des grosses questions en Nouvelle-Zélande, qui a porté le film de 94. Ça vaut la peine de peut-être des fois creuser pourquoi il y a eu le livre. Il a été en 90, parce qu'à ces époques-là aussi, il y avait un début, justement, ça parle des Maoris, du changement de société, de civilisation qui leur est imposé. On pourrait voir la même chose pour ce qui est déjà arrivé ici. Qu'est-ce que ça a créé également au niveau des Premières Nations? Oui. Là, on parle d'un peuple guerrier qui peut être Maoris. Les plus proches, là, je pense, qui me viennent en tête, ça pourrait être les Iroquois, qui sont quand même une grande famille, les Mohawks, les Agnais, comme vous voulez. Mais ça montre une perception que le choc de deux civilisations, une qui essaie d'assimiler l'autre, par rapport à une culture qui peut être guerrière, qu'on prouve qu'un homme doit être violent et protéger son clan. Et si t'es pas en accord avec ça, même si c'est ton propre clan, il faut que tu utilises la violence. Il y a une partie très anthropologique là-dedans, qui est vraiment bonne. Un bon jeu d'acteur, Temura, qui vient de Nouvelle-Zélande. Vous allez même pouvoir avoir l'oncle. Il y a 2 ou 3 acteurs que vous allez revoir qui ont percé au fur et à mesure de ces années-là. Puis se dire qu'ils viennent d'un film aussi trash, puis aujourd'hui, tu les vois passer comme Star Wars. Un film que vous allez écouter avec vos enfants. Ah, c'est spécial. Très bon acteur, Temura. Bon, on le voit pas assez souvent. Parfait. Puis tu peux répéter le nom du film pour les auditrices et auditeurs en français et en anglais? L'âme des guerriers, Once Were Warriors. Ça vaut vraiment la peine. La réalisatrice a refait un film. Je regarde un peu sa filmographie. C'était le réalisateur, néo-zélandais. J'ai juste vu un film, grosso modo. On en reparlera cette année-là, mais ça a été, je pense, un one-shot, one-deal pour ce réalisateur-là. Mais très bien réussi, très bien réalisé. Puis pour terminer, comme je dis toujours, une note sur 1 à 5? 4. Non, 4. 4. Écoutez ce film-là, ça va être dérangeant, mais 4. Il faut beaucoup de courage pour le faire, ce film-là, je dirais. Qu'est-ce qui est cinéma, musique, ça peut pousser des gens justement à avoir des conversations puis avoir des remises en question, des questionnements, des trucs comme ça. Ça sert à ça, l'art aussi. C'est pas juste pour nous changer les idées, c'est pour nous faire réfléchir aussi. Donc, merci infiniment de nous avoir parlé de ce sujet. Et oui, nous sommes déjà rendus à notre dernier segment, animé dans le fond par Alexandra, qui va nous parler de musique. Mais avant, je voulais juste prendre un petit instant parce que madame a un magnifique projet. Je te laisse le micro. Yes, donc le magnifique projet en question s'appelle « C'est quoi ton band? » Puis, c'est un podcast axé sur la musique émergente locale du Québec, que vous chantiez en français, en anglais, name it. C'est ouvert à tous les styles aussi confondus. Donc, voilà, c'est mon merveilleux projet. Donc, je voulais rester un peu dans la musique pour rester en parallèle avec ce podcast-ci. Donc, voilà, puis merci pour l'invitation. Quand est-ce que tu as commencé ton podcast? En fait... commencer à travailler dessus ou lancer? Parce que ça, c'est deux réponses. Travailler puis lancer. Travailler puis lancer, ça t'a pris combien de temps? Je te dirais que j'ai commencé en mars 2024 juste à travailler sur le projet. Donc, tu sais, juste chercher comment est-ce qu'on fait ça, se renseigner là-dessus, faire le logo, tu sais, vraiment mettre mal à la pâte tranquillement, pas vite. Puis, en septembre-ish, octobre 2024, j'ai fait la connaissance de Alex Phillips de Du bruit à mes oreilles, qui il est venu me voir, en fait, il dit, tu sais, ton projet, il est pas encore lancé, mais ça a l'air vraiment cool, puis parle-moi en plus. Fait qu'on s'est jasé, puis à un moment donné, il m'a proposé un partenariat, donc si vous voulez écouter nos épisodes, des choses comme ça, ça va être sur les plateformes de Du bruit à mes oreilles, on est disponible partout, tu sais, YouTube, peu importe, Spotify, etc. Puis, voilà, donc ça, c'était la réponse à la question de depuis quand je travaille là-dessus. Par contre, on vient de faire... un gros merci. Puis, on vient de faire le lancement le week-end dernier. Premier épisode de lancement. Écoute, il nous manque les 5 premières minutes. C'est Alex qui s'occupait de l'enregistrement, puis il me disait « Excuse Alex, j'ai pas les 5 premières minutes. » Puis j'ai fait « Écoute, ça rajoute du mystère, il y en a pas de problème. » On commence, puis on se pitch dans le tas. C'est sûr qu'on
On va s'en faire une couple de fois au début, mais écoute, on apprend puis on continue de l'avant. Bon, mais c'est parfait. Donc, pour tout le monde, justement, vous pouvez aller les suivre sur les réseaux sociaux ou tout. C'est quoi ton band? Puis justement, il y a des entrevues, il y a aussi l'avant-scène, mais aussi en arrière de la scène, dans le fond, donc avec des gens qui travaillent dans l'industrie. Donc, c'est vraiment un survol un peu plus 360 de ce qu'est la musique au Québec quand t'es pas, mettons, major, signé, puis tout ça. Donc, tu sais, il y a vraiment des belles découvertes, puis il y a différents styles aussi, des bands autant metal, rock, tu sais, on veut même des bands country, des trucs, tu sais, peu importe, tu sais, on veut vraiment voir c'est quoi d'être indépendant au Québec, puis comment qu'on s'arrange en 2025 avec la musique, avec tout ça. Donc, c'est vraiment... en tout cas, c'est un excellent, très beau projet. Puis moi, je m'occupe du montage et tout, là, donc je fais partie de l'équipe. Donc voilà. Donc c'est rendu que tu fais bien trop partie du projet. Ouais, non, c'est ça, exactement. Donc fini la plug, là, on s'entre-plug entre nous. Mais donc voilà, donc Alexandra, tu vas nous parler d'un album quand même assez mythique, sorti en 1994. Donc je te laisse l'appareil. C'est qui? Ben, je vais commencer plus par l'album, parce que je vais juste mentionner l'album, puis vous allez savoir tout de suite c'est de qui qu'on parle. Donc, l'album qui est sorti en 1994, je vais l'avoir, c'est Dookie. When I come around. Voilà. Yeah! Donc, avec Green Day. Donc, un groupe que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis, en cherchant sur 94, j'ai dit, je ne peux pas ne pas parler de Dookie. Parce que, justement, c'était... justement, tantôt, on parlait de Kurt Cobain. C'était vraiment un peu dans un contexte plus grunge à l'époque. Mais voilà. Donc, c'est ça. Dans le fond, au début, c'était plus grunge de ces périodes-là, les choses comme ça. Puis, il y a Green Day qui débarque avec un côté un peu plus punk rock. Cet album-là a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. C'est quand même fou, là. Tu sais, pour vrai, 94, en plus, c'était encore la période où on achetait nos CD. Donc, tu sais, pour ceux qui savent pas c'est quoi des CD... Vous êtes trop jeune. Fait que, c'est ça. Allez voir une vidéo sur TikTok, ils vont vous l'expliquer. Moi, en fait, comment je vais apporter ça, tu sais, oui, je parle un peu de la sortie de l'album, mais je vais amener juste des petits faits puis des petits trucs sympathiques au travers de tout ça. Tu sais, on s'entend aussi que des fois, la scène punk, c'est un peu, tu sais, on est en mode rébellion, on a des choses à dénoncer, des choses comme ça. Donc, quand ils ont signé avec leur label, au début, ils se sont fait un peu accusés un peu de vendre leur âme, dans le fond, au côté un peu plus commercial, ce qui est un peu en confrontation avec un peu l'esprit punk. Toutefois, c'est ce qui a vraiment permis, peut-être pas commercialiser, j'ai pas le bon mot, c'est plus, tu sais, comment dire, que ce style de musique-là soit plus accessible à la population en général, tu sais, pas juste au monde underground punk. C'est ça, de passer de l'underground à le mainstream, dans le fond, là, tu sais, comme des bands comme Blink-182 qui je trouve pas mal la suite logique un peu de nos années encore plus, parce que 94, c'est plus peut-être génération passe-partout et tout ça, mais nous autres, c'était vraiment les Blink un peu, c'était les nouveaux Green Day qui, eux autres aussi, se sont fait chahuter parce que, bon, mais l'album avant, c'était plus punk, puis là, ils ont décidé d'aller vers un tournant pop, mais avec ça, effectivement, ça a permis à certaines personnes qui n'auraient pas nécessairement connu le punk de connaître le punk grâce à ça, puis ensuite, tu commences par ces bands-là, puis tu t'en vas vers le plus underground. Ouais. Fait que c'est ça. Tu sais, grâce à ça, c'est devenu vraiment plus accessible, puis tu sais, je pense que aussi, tu sais, nous autres, on est toutes dans la trentaine en montant, puis ça a été, je pense pour tout le monde, je parle pour moi, mais tu sais, pour beaucoup de notre génération, ça a été vraiment Green Day, un groupe qui a grandi avec nous, mais qu'on a appris à connaître aussi, puis à suivre au fur et à mesure. Puis aussi, dans le fond, dans les chansons à succès, Basket Case, c'est cool parce que dans le fond, dans leur textes à eux, ils viennent souvent, en fait, puiser dans leurs expériences personnelles. Donc, par exemple, Basket Case, qui était comme une tune quand même assez emblématique, là, puis surtout quand les vidéos aussi commençaient à popper un peu plus dans ces années-là. Ça parlait des problèmes d'anxiété de Billie Joe. Donc, c'était vraiment par rapport à ça. Il y a aussi une autre tune qui m'échappe, She. Dans le fond, ça, c'était aussi une de ces... en lien avec une de ses anciennes conjointes qui avait montré une genre de tune un peu plus féministe, des choses comme ça. Donc, il avait vraiment créé cette chanson-là par rapport à ça. Mais bref, il y avait un autre tune que ça parlait, en fait, de la bisexualité du chanteur. Donc, c'est quand même beaucoup s'exposer là, pour les années. Puis je suis sûre que je vous l'apprends parce que même moi, tantôt, j'allais rechercher quelques infos puis j'étais comme « Ah, je savais pas. Ben écoute. » Donc, c'est ça. Ça allait surtout chercher dans leurs expériences, personnelles. Donc, c'était quand même des sujets, parce que, mettons, parler de la guerre en 94, c'est bon, il n'y a rien de nouveau, là. Mais c'est, mettons, comme certains groupes, comme, mettons, Indochine, qu'en 1980, ils parlaient justement du questionnement de « je suis un homme, mais je me sens comme une femme ». Tu sais, ces sujets-là qui ont été traités en 80, c'est très
Précurseur. Ouais, précurseur, merci, Seb. Donc, tu sais, très précurseur. Donc, justement, tu sais, de parler justement de bisexualité en 94, je pense pas que c'était le sujet le plus... Non, effectivement. Puis, ben justement, il l'a bien fait de façon subtile parce que moi, j'avais tellement pas vu ça aller. On l'avait tous pas vu aller. Non, c'est Mais, ça. On vient tout de l'apprendre. Non. parce qu'il était actuel avant son temps. Puis, tu sais, aussi, c'est de la période aussi que c'était beaucoup MTV qui émergeait. Donc, il y a eu comme un genre de pairage cosmique, entre parenthèses, de ces deux entités-là, autant le groupe que MTV, parce que c'est un peu avec eux aussi qui ont upgradé, qui ont évolué, puis c'est avec leurs vidéoclips, les choses comme ça, qu'on a appris à les connaître un peu plus. Puis je trouve aussi Green Day, Blink-182, tous ces groupes-là, je trouve que c'est un peu le... Oui, on peut être punk, puis parce que ça a toujours été une guerre, hein, tu sais, des vrais punks, là, t'es trop ça, t'es trop ça. Bon, mais ça va être pareil comme dans le métal aussi, il y aura toujours des chialeux pour chialer. Mais c'est ça, tu sais, c'était la première fois que c'était un peu, tu sais, du punk, mais pas punk rébellion en tant que tel. Oui, c'est rébellion, mais c'est un peu genre, je suis un teenager, je suis dans ma chambre, puis ok, non, je vis pas dans la rue, mais c'est pas à cause de, tu sais, je vis pas non plus dans le luxe. Donc, tu sais, c'est un peu le suburb American life, tu sais, le California punk. Puis... I'm just a kid. Exactement, ça, c'était la suite après. Niaise pas ça, Jason, ok, puis tu le sais. Mais non, c'est ça. Donc, tu sais, c'est ça que je trouvais ça cool, tu sais, avec Green Day, justement, d'apporter un côté un peu plus jeune, un peu plus street punk, un peu. Tu sais, ils ont tout amené cette image-là, un peu de j'écoute Green Day, je fais du skate, puis je porte, tu sais, ma casquette tout quand même. Donc, je trouvais ça cool. Moi, j'ai aussi une petite question pour vous. Vous pensez que cet album-là, le Dookie, là, ça a pris combien de temps à enregistrer? Moi, je peux guesser. Je vais guesser. Je suis sûr que ça va être comme l'espèce d'album d'Americana de The Offspring. Une journée. Ils sont arrivés à la fin de leur... Ils sont arrivés à la fin, c'était la dernière journée, dernière semaine où est-ce qu'il fallait qu'ils sortent la musique. Ils l'ont fait... Merci, bonsoir. Hey, une journée? Un album au complet? Non, mais ça n'avait pas été long, là. Je dis ça comme ça, le The Offspring, t'avais fait ça à 4e vitesse, là. Mais ça doit pas être bien long. J'essaye. Mettons Qu'est-ce que ça? 4-5 On va jours. dire c'est comme une journée, genre 3 semaines, à peu près. Donc, cet album-là est enregistré en 3 semaines au Film Studio de Berkeley, en Californie. By the way, c'est de là qu'ils viennent. Puis, c'est ça a été vraiment, vraiment rapide. Puis, en même temps, ça a permis de garder un peu plus l'essence, un peu, tu sais, punk, là, tu sais, un peu plus, tu sais, on fait ça vite, on fait ça un peu trash, puis let's go. Puis le pire, c'est que ça a bien sonné. De garder un côté authentique, là, parce que effectivement, un musicien qui retape sa tune pendant 2-3 ans ou quand même, mais tu te dis peut-être la première fois qu'il l'a enregistré, c'était peut-être la bonne aussi, tu sais, donc tu sais, le côté juste naturel de ok, on joue une tune. Moi, c'était un peu comme ça quand je créais de quoi, c'était rapide, tu sais, ma tune dans 2 mois est terminée, je vais pas dans 6 mois recommencer au complet un couplet parce que là, non, tu sais, moi, tu fais la tune est terminée, donc tu sais, côté punk puis tout ça, c'était peut-être ça, mais en même temps, c'est que ça crée quand même des hits, tu sais. Les origines du nom Green Day, ça fait vraiment référence à une journée passée à fumer de l'herbe. OK. Non, mais c'est vraiment ça. Puis le but, ils ont vraiment choisi de choisir ce nom-là justement pour refléter un peu comme leur mode de vie, puis le côté un peu plus punk. Fait que, ben c'est ça, Green Day. Fait que pensez à ça quand vous allez voir en show, puis que vous êtes de bonne humeur un petit peu trop, ça fit. Ouais, puis un autre truc, je sais pas si c'était d'autres anecdotes et tout, mais tu sais, il y a aussi le côté de Green Day, parce que tu sais, nous autres, on habite à Québec, il y a le fait qu'ils sont venus quelques fois, je crois, mais tu sais, tu vois vraiment qu'il y a un aspect un peu ne serait-ce qu'à chaque show, il apporte toujours quelqu'un de la foule. C'est con à dire, mais c'est peut-être comme, ok, c'est un peu... ça peut être cheesy ou quand même, mais tu sais, c'est quand même de donner à un fan un rêve extraordinaire, tu sais, puis on a justement interviewé une fille qui, ben, je te laisse t'en parler, mais justement de parler de ça, comment qui promouvoit ou aide, ou tu sais, il y a un côté un peu de, j'aime faire connaître des gens pas connus ou donner une chance à, tu sais, donc c'est cette ouverture-là du chanteur qui est pas du tout obligé de faire ça, qui le fait, qui est intéressant, donc j'ose nous dire un peu. Ben oui, en fait, je vais mentionner l'artiste en question, on l'a reçu justement au podcast, elle nous a raconté cette histoire là, puis on trouvait ça juste merveilleux. Elle s'appelle Alicia Deschaines, donc c'est une fille de Québec. Puis elle, dans le fond, elle a commencé à jouer de la musique vraiment parce que quand elle a connu Green Day, elle a fait « Oh my God », puis elle a vraiment, vraiment trippé, puis c'était son son à elle, puis c'est ça, elle aussi, elle a grandi avec eux, etc. Puis pendant des années, je pense que c'était quoi, 10 ans qu'elle nous avait dit, qu'elle essayait à chaque show de monter sur le stage pour aller chanter avec Green Day, puis pour être avec eux autres. Puis elle a essayé, puis elle n'a pas abandonné. À chaque année, elle l'a fait. Puis la dernière année, tu sais, dans le fond, c'était en 2023-2024, me semble, que c'est arrivé. C'était au FEC. Puis Green Day sont venus. Puis elle est arrivée avec ses pancartes. La grosse affaire, elle a tout mis
de son côté pour être choisie. Tu sais, elle s'est payée une passe or, elle a les grosses pancartes, le monde c'est comme « Pointez-moi, telle affaire! » Puis finalement, elle a eu son moment. C'est vraiment, vraiment fou. Green Day, en fait, toi, tu t'en viens, et monté sur le stage, un gros câlin avec le chanteur, puis en ouais, go, elle jouait, puis tout, puis même le Ben était impressionné, on dit, c'est comme, t'es la meilleure personne qu'on a fait monter sur le stage, dans le sens que, tu savais jouer de la guitare, tu sais ce que tu fais, puis c'est ça qui est vraiment cool, parce que ça a réalisé le rêve de Alicia Deschaines cette journée-là. Ouais. Donc, très, très cool. Sinon, ta chanson préférée de l'album, ce serait laquelle? C'est extrêmement difficile à dire, ça. Mais je te dirais que j'aime l'album tout court. Je peux comme pas dissocier parce qu'on dirait que c'est tellement de la musique. C'est ma musique de jeunesse, puis on dirait que je les aime toutes d'amour. On dirait que je peux pas choisir. Désolée. Par contre, j'aimerais juste finir avec une petite anecdote. Je pense que JP, ça va te chercher, celle-là. Woodstock 94. Woodstock. Attends, tu parles de Woodstock aux États-Unis ou Woodstock en Beauce? Ça va être Woodstock en Beauce, hein? Woodstock, là. Bon. Donc, Ok. je pense que je vais même juste vous le lire, tu sais, dans le fond, ce que j'avais trouvé. Donc, performance mémorable à Woodstock 94. Donc, lors de Woodstock 94, Green Day a ouvert son set avec Welcome to Paradise après 3 jours de pluie. Fait qu'on s'imagine que c'était une gang de punk, une gang de métalleux, une gang de... Tu sais, ça va avoir un show puis ils sont dans la boîte, là, ben c'est ça. Le public, couvert de boue, a commencé à lancer de la boue sur le groupe, transformant le concert en une gigantesque bataille de boue. Cet événement est devenu l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire de Woodstock. C'est parfait. On regarde ça. Ah ouais, non, vraiment, Parfait. vraiment. Moi, j'ai des souvenirs bien clairs. Musique Plus qui présentait Woodstock, puis non, je m'en souviens. Tu sais, 98, il y a eu l'émeute, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais 94, je crois, les années... Tu sais, l'image de c'est quoi Woodstock 94, c'est Green Day qui se font pitcher de la boîte, puis qui jouent, puis tu sais, c'est vraiment en gras. Puis tu vois que t'es OK, c'est Woodstock, c'est huge, mais on dirait que t'es dans un mini show punk. Donc, tu sais, tu vois la mentalité un peu punk, no future, un peu. J'ai trouvé ça cool. Mais ça devait être épique. Tu sais, imagine que t'as l'âge, parce que, tu sais, mettons 94, moi j'avais comme 5 ans, là, mais mettons que t'étais au moins majeur, là, au moins que t'es moins majeur, tu t'en vas là, puis tu te dis « Hey, j'étais là, dans Bataille de boîte. » Hey, non, mais ça devait être épique, là, tu sais. Écoute, moi, le seul show que je me souviens, boîte, c'était Berrurier Noir. Je pense que c'était au Festival d'été il y a très longtemps, là. Ça ne ressemblait pas du tout à ça, là. C'est parce qu'il y avait juste de la boîte, là. Ah oui, je t'attends. Ben oui, je t'attends. Mais j'aime ça qu'on jase de show de boîte. Je t'écoute. Show de boîte. Mais non, mais Berrurier Noir, il y avait eu justement de la pluie, puis écoute, je me souviens, là, je t'avais passé là, puis moi, je suis pas allé parce que j'ai juste vu le monde descendre ou aller. Puis je me souviens, quand on descendait en Basseville, il y avait une fontaine avant qui fonctionnait. Tu voyais toutes les... Puis il y avait la mentalité punk, là. Tu sais, vraiment, on parle de ça, là. Écoute, je les vois encore se laver dans la fontaine pendant que les policiers n'arrêtent pas de crier. Tu viens de me faire penser à ça. Tu sais, le punk qui se lave dans la fontaine. Ah ouais, écoute, j'arrive de Berrurier Noir. Tu sais, tu vois, ça devait être à peu près la même façon de penser que j'adore, tu sais. Regarde, là, on va en profiter, puis après ça, on verra. Moi, je vois que dans ces années-là, toi, t'es plus de la team Green Day. Moi, j'étais plus de la team The Offspring. Fait que, ben, je les aime aussi. J'ai écouté Green Day plus tard. Mais oui, non, c'est ça, mais il y avait, je sais pas, mais il y a, tu sais, tantôt, vite, j'ai entendu, il y a tout le temps eu la rivalité entre les punks, les vrais, l'underground, dans le métal aussi. Ben, tu sais, il y a même dans ceux-là qui performaient et qui étaient commercial, il y avait The Offspring, il y avait Green Day. Il y a une petite guerre aussi qui était pas pire parce que cette année-là aussi, ils ont sorti Smash, The Offspring. Fait qu'il y avait une petite guerre, là. C'est leur 3e album. Là. Les 2 premiers, c'est comme on connaît à peine leur nom. Là. Je peux te trouver ça en 2 secondes. Non, mais c'est bon, mais c'est un peu l'album qui a tout changé, comme l'album Enema of the States de Blink, comme peu importe là, les groupes qui ont eu un album fort et tout. Puis c'est vrai, c'est drôle parce que dans la première tune de l'album, je trouve que cette chanson-là a été plutôt par Sum 41. Ils ont fait le 2e album, là, le 3e ou 4e album, Does This Look Affected, je pense que c'est le 3e. La chanson, la structure ressemble un peu à la toune parce que c'est comme une toune un peu punk puis tout ça, puis t'as un genre de mini solo au début de l'album, puis je trouve que c'est vraiment comme OK, mais tu sais, t'écoutes ça, puis c'est la première fois que t'écoutes ça, comment ils ont enchaîné les tunes plus vers la fin, qui est une longue tune à un moment donné, puis là, ça bûche un peu plus punk, tu sais, j'ai trouvé ça bien monté. Puis pour terminer, sinon, une note sur 10 de cet album Dookie de Green Day sorti en 1994, tu donnerais combien? Je voudrais leur mettre 10 parce que je les aime d'amour, mais tu sais, on va mettre 9 pour la loc, mais juste pour dire que c'est quelque chose qui a amené justement le punk à être plus connu, à être plus accessible.
Donc, c'est plus dans cette optique-là, dans le sens que ça a été un succès international, puis c'est ça, on continue de les aimer. Bon, mais c'est parfait. Donc, faites Green Day, allez fumer un gros joint, puis allez écouter Dookie. Vous allez peut-être avoir une illumination quelconque. Nous autres, on dit de pas consommer de drogue tantôt. Non, c'est ça. Ben bon, ouais, c'est correct. L'épisode a changé entre-temps. Faites ce que vous voulez, les amis. Donc, merci infiniment, Alex, de nous avoir parlé de Green Day. Hein? Avec plaisir. L'Historico Quiz, présenté par Kev the Red. Oui, alors c'est maintenant rendu le temps de l'Historico Quiz. Alors, oui, ça va être une première ici, une Historico Quiz à 3 compétiteurs. Alors, il y aura peut-être une possibilité d'égalité, comme on a 5 questions, si 2 personnes ont 2 points et l'autre personne 1 point. Il y aura peut-être une première mondiale. Alors, on va peut-être commencer en testant vos buzzers. Alors, Jean-Christophe, le bruit de ton buzzer. Skirt! Alexandra? Et JP. C'est mon préféré. Alors, Marc déposé. première question de cet Historico Quiz sur 1994. Quelles sont les 2 personnalités américaines qui ont fui la police dans un Ford Bronco blanche? Est-ce que c'est A, Bartholomew Jojo Simpson et Marjorie Bouvier? Wow. B, est-ce que c'est Mo Sislak et Barney Gumble? C, est-ce que c'est Gingivite Murphy et Elizabeth Mary Simpson? D, Selma et Patty Bouvier? E, Troy McClure et Kent Brockman? Ou bien F, Oriental James Simpson et Alan Cedric Collins? C'est Jean-Christophe, ça, je crois? Bonjour, ici Troy McClure. Troy McClure et Kent Brockman, non, malheureusement, mauvaise réponse. Ça, c'est Alexandra. Le dernier que t'as dit. Oriental James Simpson et Alan Cedric Collins. Oui, bonne réponse. C'est ça. Oui, O.J. Simpson, Oriental James. Je comprends mieux maintenant pourquoi on l'appelait O.J. Et Alan Cedric Collins. Aucun lien avec moi. Alors, ouais, ben c'est ça comme. Merci de préciser, hein? Plugger ton propre nom, hein? Non, ben c'était surtout en fait que c'est ça, c'était les Simpsons. Alors, Bartholomew Jojo, ça c'est Bart. Marjorie Bouvier, c'est Marge. Moses Lack, bon, ça on connaît. Barney Gumble, Gingivite Murphy. Et Elizabeth Mary Simpson, ça c'est Lisa. En fait, c'est ça, c'était pour faire découvrir les noms des Simpsons. Souvent, on les connaît pas vraiment. Elizabeth Mary, c'est Lisa. Puis c'est ça, en fait. Marjorie Bouvier, qui est Marge. Et Bartholomew Jojo, qui est Bart. Simpson. Est-ce que vous vous souvenez le festival de films, justement, où est-ce que c'est l'histoire de Barney Gumble? Oui, genre, Pleurez pas, je suis mort déjà. le ballon dans la fourche. Je pense qu'il gagne un camion. Il avait arrêté de boire de l'alcool, mais à cause de ça, il gagne, mais c'est un camion citerne d'alcool, puis finalement, il fait « Shootez-moi ça directement dans les veines! » Mais je pense que c'est encore en ondes, hein, les Simpsons. Ça fait tellement longtemps. Parce qu'avant, ça jouait à RDS. Pas RDS, à TQS. TQS, le mouton noir. Je me demande à quoi ça ressemble en ce moment. Ça doit être. Et ça fait longtemps, là. Non, mais je pense que c'est ça. C'est encore en ondes. Là, fait qu'ils doivent en faire. Oh, oui, je pense qu'ils sont rendus à comme 25e saison de quand même. Je sais qu'il y en a certains qui sont partis, genre Matt Groening, je crois. Ou en tout cas, il y en a de la base du début qui sont partis. Donc, il y a une nouvelle génération. Je ne sais pas si ça s'essouffle, là, mais sûrement après 20 quelques ans, là, mais même plus que ça. Là, mais... je pense que c'est une bonne trentaine d'années. Oui, c'est ça. En tout cas, ça reste toujours bon. Sauf la version française, excuse-moi. Oh punaise! Oh punaise! Ah non, mais ça donne envie de défenestrer les gens. Là. Oh merde! Oh non. Oh mère! Faut pas que tu fasses ça! Alors, question numéro 2. Ah oui, le quiz! Ah oui, le quiz! Question numéro 2. Quel film est paru en 1994 d'un réalisateur décédé? Est-ce que c'est À la poursuite d'Octobre Rouge, Un 32 août sur Terre, Mars Attack, Born on the 4th of July ou bien Octobre? JP. Juste pour le principe, Mars Attack. Mars Attack, non. Alors, droit de réplique. Je dirais Octobre, le film de Pierre Falardeau. Bonne réponse. Octobre de Pierre Falardeau. L'ancien voisine à notre mère. Ouais. Ça a été sur la cruise du FLQ, c'est ça? Oui, que Luc Picard qui joue dedans. On voit le côté des Felkis, là, c'est ça. Ça se passe du côté des Felkis. Ouais, ça aussi, je l'ai écouté un peu jeune pour comprendre ce que c'était. Puis c'était bien. C'est vraiment, tu sens la tension. C'est un excellent film pour vrai. C'est vraiment. Born on the 4th of July, qui est un film d'Oliver Stone avec Tom
Tom Cruise, Mars Attack, film de Tim Burton. Je me souvenais pas que c'était Tim Burton qui a fait ça. Un 32 août sur Terre, qui était le premier long métrage de Denis Villeneuve et à la poursuite d'Octobre Rouge. J'ai pas le réalisateur, mais c'est un film sur un bateau qui va sous l'eau. C'est un sous-marin, c'est ça. Un sous-marin. Oui, non, c'est ça. Finalement, il va le dire et ça va sortir. Troisième question. Alors, c'est 1-1. Oui. Alors, quel est l'interprète de... Attends, c'est 1-1 pour qui exactement, là, Ced? Il faut que tu fasses un petit truc sur ton mur. Là, avec... Ah non, c'est Alex qui a un point, je crois, c'est ça. Yes. JP a un point, puis Jean-Christophe 0. Hey, comment ça, Julien? Attends. C'est moi qui ai Ah, zéro. ben JP qui a 0 d'abord. Jean-Christophe a un point et Alex 1 point. Question numéro 3. Il y a un long choix de réponse. Quel est l'interprète de la chanson Sensualité? Les choix de réponse au nom d'un thème d'une couleur. Est-ce que c'est A, Axl Rose, B, Axl Red, C, Green Day? Je ne savais même pas que vous allez parler de Green Day en plus. D, Rouge Pompier, E, Pink Martini, F, Pink Floyd, et G aussi, je ne savais pas qu'on avait parlé de ce groupe-là, Bérurier Noir, H, Bleu Jeans Bleu, I, James Brown, ou bien J, Boule Noire, l'infâme Boule Noire. Oui, Jean-Christophe. Moi, je dis l'infâme boule noire parce que je veux... OK, là, j'utilise là, mon truc d'animateur puis qu'il y a au moins 300 000 personnes qui nous écoutent. Je veux le retour de Lingo. Mais là, finalement, je suis en train de me dire qu'il est décédé, donc ça marche Non, plus. non, mon Lingo, affaire. c'était malade, ça. Moi, tout, je veux le retour de Lingo. Lingo avec l'hologramme de Paul Hood. Oui. Je veux Ouais. ça. Lingo, c'est la meilleure C'est émission sur malade. sa planète. L'infâme À la maison, si Boule vous voulez Noire. écouter des émissions pour vous rappeler du bon moment, vous allez reconnaître quelqu'un de connu, le gars des Denis de Relais, qui, avant qu'il soit connu, a participé à Lingo et il est sur YouTube, donc allez voir ça. Oh. C'est complètement inutile ce que je viens de vous dire, mais c'est important pour moi. C'est drôle parce que dans un autre podcast, le podcast de Joe Cormier, justement, ils ont parlé de ça, justement, de la boule noire. Non, ce n'est pas la boule noire. Alors, je peut-être répéterai pas tous les choix de réponse. La question, moi. Oui, quel est l'interprète de la chanson Sensualité? Sensualité. Est-ce que c'est Axl Rose, Axl Red, Green Day, Rouge Pompier, Pink Martini, Pink Floyd, Bérurier Noir, Bleu Jeans Bleu ou James Brown? Oui, JP. Écoute, Ça va peut-être créer l'égalité. Verrurier Noir. Je ne sais pas. Non, mauvaise réponse. Ça aurait été C'était fou. malade. Interprète de la chanson Sensualité, Axl Rose, Axl Red, Green Day, Rouge Pompier, Pink Martini, Pink Floyd, Bleu Jeans Bleu ou bien James Brown. C'est le Red. Axl Red, bonne réponse! Elle avait pas l'air d'être sûr, mais il me semble dans ma tête, c'est Axl Red, Sensualité, vous vous souvenez de la chanson? Oui. Yes. Ben, chante-la, s'il te plaît. Sensualité, Jamais je n'aurais pensé de me donner plaisir ou amour. Tu le seras un jour. Mais c'est drôle, je pensais quand chanter de même, on dirait que c'est la chanson de. Comment s'appelle l'autre, là, avec l'espace entre les dents? L'autre française, là. Patricia Cass? Ouais, non? Non, un peu, non. Non, c'est Axel Red. Ben, vous Ok. êtes tous étonnés. Ben oui, Ouais. ça, mais t'es connu dans les années 90, Ça Axel me Red. vient pas, moi. Elle était rouquine, non? Moi, je pense. Elle avait les cheveux red. Ben, je trouvais ça drôle un peu, ouais, Axl Rose et Axl Red, quand même, non? Ben, moi, je trouve ça bien. Question numéro 4. Quel est l'interprète de la chanson All I Wanna Do is Have Some Fun, je pense? Sur le thème des oiseaux. Moi, j'ai compris As. Ouais, ben, Have Some Fun. Sur le thème des oiseaux, est-ce que c'est A, Corneille, B, Corbeau, C, Eagles ou bien D, Sheryl Crow? Quel interprète de la chanson All I Wanna Do? Les témoins sont ouverts. On dirait que personne ne comprend la question. Bon, ben, Oui, Alexandra. la dernière, la fille. Sheryl Crow. Ouais. All I wanna do is have some fun. Hey, c'est ça? I got Oh boy, ok. Ah, tu l'as pas reconnu quand j'ai chanté pour la première fois, c'est ça? do. Bon. Vous savez que j'ai commencé mon podcast juste pour chanter à chaque fois dans les tunes. C'est t'as juste pour juste ça, j'ai trouvé trop un honte d'aller. mic. Alors, c'est 2-2 si mes calculs Je suis sont rendue bons. à 3. Wow! Moi, 1. Alors, Moi, 3. JC 1. JP 0. Bon. OK, fait que il y a. Tout le monde, les gars, là. Tu gagnes. Ouais, je ralentis le groupe. Ouais, je ralentis le groupe, mais laissez-moi une chance. Ben, le match est déjà joué, mais on va quand même Pour faire la l'honneur. question numéro 5. Le dramaturge Eugène Ionesco meurt le 28 mars 1994. Reconnu comme le représentant majeur du théâtre de l'absurde, quel est le titre de l'une de ses pièces? Est-ce que c'est A, La table, B, Trip à 3, C, Donald Trump sur l'échafaud, D, La Castafiore chevelue, Dinosaure ou bien F, Macbeth?
choix de réponse sont inspirés de vrais titres de pièces qu'il a fait. Oui, JP. Je vais y aller avec B. B, c'était... B, c'était Trip à 3. Ouais, je vais y aller avec ça. Mauvaise réponse. Il ne faut pas prendre ses désirs pour ses rêves pour des... C'est comment on dit? Ça, c'est déjà pour sa réalité. Est-ce que c'est A, la table, C, Donald Trump sur l'échafaud, D, la Castafiore chevelue, Dinosaure ou bien Macbeth? Oui, les gens qui savent. Le troisième choix, parce qu'on veut tout faire ça ensemble. Donald Trump sur l'échafaud, non, mauvaise réponse. Il reste la table, Dinosaure ou bien Macbeth. Ça peut pas... Macbeth, mais c'est Shakespeare. Macbeth, et c'est une bonne Oh, yeah! réponse. Pour moi, je ralentis le groupe aujourd'hui, moi. Non, mais c'est ça, en fait, là, les vrais titres de ces pièces, il y avait les chaises, c'est pour le choix de réponse qui était la table, Scène à 4 qui était Trip à 3, Le Roi se meurt qui était Donald Trump sur l'échafaud, La Cantatrice chauve qui était la Castafiore chevelue, et Rhinocéros qui est en fait Dinosaure, et Macbeth qui était Macbeth. Alors, c'est ce qui conclut cet historico-quiz à 3, un trip à 3 peut-être. Jean-Christophe, Alexandra et JP. Et c'est Alexandra qui gagne avec 3 points. C'est bien Yes. ça? Et Puis, tant que ça finit pas en trip à 3, parce que là, en ce moment, j'ai mon chum, mon meilleur ami puis mon beau-frère. Ça marche pas, là. Ouais. C'est très bizarre. Puis en tant que meilleur ami, je ne l'ai pas dit aujourd'hui, mais je te déteste. Je te déteste tout autant. C'est comme ça qu'on se montre notre amour. C'est merveilleux. Alors, c'est ce qui finit cet historical quiz de l'année 1994. C'est ce qui met fin à notre deuxième épisode d'un podcast parmi tant d'autres spécial 1994. J'aimerais remercier mes collaborateurs Seth the Red, JP ainsi que Alex et on espère vous voir très bientôt pour un prochain épisode d'un podcast parmi tant d'autres. Sur ce, passez une excellente journée.